Monsieur? J'avais une question par rapport à, en fait, vous avez en fait approché trois structures différentes pour étudier le problème de l'art. Et est-ce que vous avez dégagé des éléments en fait qui permettaient de dire que votre thèse finalement elle se justifiait, elle avait une unité, ou est-ce qu'à l'heure actuelle vous avez évolué, vous l'avez soutenu votre thèse, vous faisiez votre deuil à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que tout à l'heure on a évoqué le côté l'étudier avec les sciences économiques ou des choses comme ça en fait. Quels sont les éléments en fait les plus importants de votre thèse sur transversaux, je dirais, quand vous en avez fait le passage? Oui, je comprends. Donc là en fait j'ai terminé à la fin de ce travail, donc il sortira normalement en mai, c'est pas de problème. En fait j'ai terminé sur la question de la critique à la fin, et sur l'idée qu'il fallait développer à nouveau, pour la énième fois, parce que évidemment c'était un vieux terme, l'art est difficile et la critique est aisée, donc il faut recommencer à nouveau à se relancer dans ces questions-là de la critique. C'est infini, en tout cas tant qu'il y aura des œuvres. J'ai terminé sur cette question de la critique d'art, et donc quelles étaient justement ce dont j'ai parlé, les conditions, les possibilités d'en faire encore aujourd'hui. Et évidemment, vu tout ce qui s'est passé, l'inconscient, etc., on ne peut plus faire la critique avant l'inconscient, ou avant la sémiotique, ou avant la phénologie, par exemple. Alors bien sûr, on peut le faire, mais moi je crois que ce serait une erreur, d'évacuer complètement tout ça en disant ça vaut rien et ils disent n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des choses à en retirer, et ça serait pas difficile de faire de la critique, et je pense que de manière générale, même nous en tant qu'usagers humains de toute chose, il serait difficile de nier par exemple l'inconscient, de faire comme si tout ça n'existait pas, n'avait jamais été dit, et ça me semble assez difficile. De la même façon que si, par exemple, c'est le cas que j'ai évoqué tout à l'heure sur Gross-Norman, dans le texte que j'ai fait, qui est un texte de critique d'art, c'est pas un texte de philosophie, mais il me semblait difficile. Je parle essentiellement dans les travaux là, de Naumann des pièces qu'il a faites où le corps est enfermé par des structures plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées, les corridors, choses comme ça. Et donc je parlais d'expérience de son propre corps, de soi-même. Et donc je pense qu'on ne peut pas, par exemple, aborder ce genre de questions quand on parle d'expérience sans aller voir ce qu'ont dit, par exemple, les philosophes sur l'expérience. Qu'est-ce qu'une expérience? Je ne parle pas seulement des éthiciens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'avoir une expérience? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une expérience de quoi, etc. Donc je pense qu'il faut constamment, si vous voulez, que la critique soit à jour, en quelque sorte, par rapport à ce qui se passe autour, dans les sciences humaines. Il ne faut pas qu'on soit à la traîne, comme ça. D'ailleurs, c'est John qui disait qu'il faut que les œuvres d'art soient à la hauteur des enjeux scientifiques de leur temps. Je dis ça un peu pour la critique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit un peu à la hauteur de ce qui se passe. On ne peut pas faire de la critique. C'est pour ça que ce travail que j'ai fait est une manière de voir ce que ça peut amener à la critique. Est-ce qu'on peut se servir encore de certains éléments pour faire de la critique d'art? Est-ce qu'on peut se servir encore de la psychanalyse ou de la phénoménologie ou de certains éléments? Est-ce que ça peut nous aider en tant que critique d'art et en tant qu'amateur quand on regarde une œuvre ou pas? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut en garder? Sinon, pourquoi, etc. Et donc pour passer encore à autre chose. Alors peut-être que d'autres modèles vont encore arriver, qu'ils soient sciences humaines ou pas, etc. Donc là, j'en suis au stade où je développe cette dimension, disons, de la critique. Et en fait, les éléments que j'ai gardés qui me semblent ici, c'est compréhension, interprétation et évaluation, qui me semblent, disons, le nœud de la question qui revient ici, sauf qu'il ne parle pas d'évaluation. Donc évidemment, il faut aussi savoir pourquoi, parce qu'on ne peut pas faire dans cette théorie-là, de la théorie de l'évaluation. Alors ça, c'est un autre problème qui peut être amené plus tard, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc on a évoqué quelques éléments. Et je pense que c'est inévitable de le faire, et donc il faut développer cette idée. Alors par exemple, une chose aussi qui est apparue, je parlais tout à l'heure parce que le plan de chaque partie se suit un peu de la même façon. Par exemple, on retrouve la question des affects. La question des affects. Chaque année, des affects au pluriel pour la psychanalyse, des affections pour la sémiotique et suraffectivité pour la phénoménologie. Donc, trois manières de tourner autour de l'affect. Par exemple, dans la psychanalyse, ce qu'on veut mettre au jour dans une lecture psychanalytique d'une œuvre d'art, c'est les affects qui sont en jeu. Par exemple, Louis Marin dit, dans un texte où il parle de la psychanalyse et des œuvres d'art, il dit les œuvres d'art sont des machines à produire des affects. Donc, évidemment, ça intéresse le psychanalyste qui tend aussitôt son oreille, alors que le sémioticien, au contraire, il veut dépassionnaliser. Il dit, mais tout affect, toute émotion, toute sensation de sentiment, quel qu'il soit, de dégoût, etc., peut être expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des seuils minima où on a, en quelque sorte, un affect, une réaction affective, et ça peut être expliqué. Donc c'est ce qu'ils appellent l'aphorie, c'est-à-dire qu'on ne sent rien, la dysphorie, c'est-à-dire qu'on est un peu triste, ça va mal, et l'euphorie,
Donc il y a 3 systèmes d'explication, et à partir de là, ils peuvent expliquer comment un récepteur joue de ces manières de... Et donc, il y a vraiment des explications très fines et très judicieuses sur les passions. C'est quelque chose qui passionne, c'est le cas de le dire, les sémioticiens. Et donc, ils pensent qu'il faut dépassionnaliser en quelque sorte la subjectivité, et que s'il y a des passions dans un sujet, ce qu'ils ne nient pas du tout, ils disent qu'on peut expliquer quand même des choses, pourquoi on a des affects. Et donc, ils veulent neutraliser, quand on est en face à une œuvre, les affects. C'est des choses qui passent constamment au peigne fin. Et les phénoménologues, au contraire, ils veulent suraffectiver en quelque sorte le corps, la pensée. Il y a un travail énorme qui a été fait par Michel Henry, par exemple, autour du corps matériel, autour de l'affect. Il a fait un livre énorme sur Kandinsky, qui est une lecture critique, si on peut dire, de Kandinsky. Et c'est une lecture de l'affect, où il dit ce qui compte dans une œuvre d'art, c'est la vie, c'est avec un grand V pour lui. Et ce qui compte dans ces œuvres d'art en général, donc pour le cas Kandinsky, dit ce qui compte dans une œuvre d'art, c'est qu'elle nous fasse comprendre la vie, et qu'elle soit la vie pour nous, et que l'on soit dans cette vie affective. Et s'il n'y a pas de vie affective, l'objet il est mort, ça ne nous intéresse pas. Donc lui, c'est le contraire, il prend le contre-pied de tout ce qui a été dit. Et donc par exemple, il y a des choses comme ça autour de l'affect, autour de la question de la vérité. Michel Henry aussi est persuadé que l'œuvre d'art dit la vérité sur les choses, que c'est dans les œuvres d'art qu'on trouve la vérité. C'est le cas chez Heidegger aussi. C'est pas le cas chez les sémioticiens. Les sémioticiens pensent qu'il n'y a pas de vérité. Ils disent ça ne veut rien dire la vérité. La vérité de quoi, quel objet, pour qui, dans quelle situation, par rapport à quel système de signes. Bon, à chaque fois ils déconstruisent tout ça. Et eux à chaque fois ils mettent tout à plat, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. C'est assez sain, parce qu'on s'aperçoit qu'en démontant toutes ces pièces du mécanisme, la question de la vérité, eux ils ne parlent pas de vérité, par exemple les sémioticiens, ils parlent de validité. C'est-à-dire votre lecture d'une œuvre elle est correcte ou pas, c'est valide ou pas, mais c'est pas vrai ou faux. Ça n'a pas de sens pour vrai ou faux dans ce contexte-là. Donc la question de la vérité, on évoquait à plusieurs reprises pour les psychanalystes, c'est cette vérité psychique qu'il faut découvrir. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a des thèmes qui reviennent et que j'ai gardé, je pense, d'une certaine manière, avoir mis au jour quelques petites choses sur lesquelles je ne pense pas que je vais revenir, mais donc il faut développer cette dimension critique maintenant qui est assez importante. Alors c'est très compliqué, par exemple quelqu'un comme Adorno parle du contenu de vérité des œuvres d'art dans son esthétique. Donc il est bien question de vérité, mais c'est pas du tout un heideggerien. Alors dès qu'on prend des cas très spécifiques, c'est assez complexe, mais je pense qu'il faut développer ce travail de critique. Et puis bon, ce que j'ai raconté tout à l'heure sur le fait et la valeur, c'est un travail qui n'a pas du tout été fait en esthétique, cette reconstruction du fait de la valeur en art, c'est-à-dire que alors évidemment ça a été fait, mais pas exprimé, pas explicité, pas théorisé. Par exemple, si vous prenez Qu'est-ce que la littérature de Sartre, qui est un texte de 1948, il me semble bien, où il parle pas vraiment de ça, mais il dit on ne peut pas, quand on écrit, quand on est écrivain engagé, il ne faut pas oublier la littérature, c'est un travail artistique, formel, mais quand on écrit, il ne faut pas oublier qu'on est responsable aussi de ce qu'on écrit. Donc pour lui, il n'y a pas de distinction entre un fait, un engagement politique, social, et puis la valeur artistique, un travail formel, plastique. Pour lui, ça va ensemble. Donc ça a été dit par beaucoup d'auteurs, mais ça n'a jamais été théorisé, systématisé. En fait, il faudrait reconstruire cette histoire, d'autant qu'elle est datable. C'est-à-dire, c'est Hume, qui au XVIIIe siècle, dans un travail, un texte qu'il a écrit, qui a séparé les deux choses, qui a séparé le fait et la valeur. Et donc, c'est devenu un vrai problème philosophique qui a eu un retentissement énorme dans les sciences. Les sciences ont constamment séparé du fait et la valeur, ça a eu en économie, et ça a eu en morale. Il y a des philosophes, notamment américains, qui soutiennent qu'il ne faut pas mélanger les faits et les valeurs morales, éthiques. C'est deux choses séparées. C'est un vrai débat actuel, mais qui ne se déroule pas en esthétique, bizarrement. C'est rejeté, constamment neutralisé par les esthéticiens. Alors là, c'est les esthéticiens maintenant qui ont tort. C'est-à-dire qu'ils mettent ça entre parenthèses bien gentiment, ou alors, quand ils en parlent, c'est pour dire que oui, l'œuvre d'art, évidemment sociopolitique, etc., mais ils ne l'autorisent jamais. C'est quelque chose qui est resté en plan. Et d'une certaine manière, ce flambeau a été repris par les artistes, qui eux, la plupart du temps, sont très rentre-dedans par rapport à ces questions sociopolitiques, mais les esthéticiens, pour l'instant, le laissent entre parenthèses. Bon, ça peut-être devenir.